Rachid qui vient de vous le dire, François Hollande a consulté aujourd'hui toute la journée les acteurs des quartiers difficiles, ces quartiers ghettos comme les appelle Manuel Valls, avant peut-être de faire des annonces dans une semaine lors de sa 5e grande conférence de presse. Stéphane Baudet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à l'Elysée aujourd'hui, à déjeuner. Vous êtes maire de Courcouronnes, alors c'est une commune dans l'Essonne, près d'Évry, une commune que Manuel Valls connaît bien, il en a été le maire pendant des années. 15 000 habitants, on présente souvent votre ville comme étant une ville sensible, avec de grosses difficultés. Qu'avez-vous dit au président de la République tout à l'heure? Beaucoup de choses. C'était un déjeuner évidemment un petit peu convivial, mais assez sérieux, et nous sommes venus collectivement avec beaucoup d'exemples concrets. Donc qu'il s'agisse d'éducation, qu'il s'agisse de la question du logement et du peuplement, qu'il s'agisse de la question fondamentale des finances des collectivités locales, cette espèce de schizophrénie qui consiste à nous baisser les dotations en même temps que nous avons de plus en plus de choses nouvelles à gérer sur le terrain. On lui a exposé des faits très concrets sur les difficultés qui sont les nôtres et les besoins d'aide que nous avions. J'ai l'impression qu'on rabâche toujours les mêmes choses concernant vos quartiers, vos villes. Je lui ai dit... Vous lui avez dit ça? Oui, je lui ai dit que ça faisait 15 ans que j'étais maire, que j'avais vu passer beaucoup de ministres de la ville, secrétaires d'État à la ville d'ailleurs très souvent, puisqu'ils ont souvent des ministères de tutelle au-dessus d'eux, ce qui est toujours une difficulté particulière, que j'ai vu passer un paquet de commissions et que pour autant ça n'a pas changé grand-chose. Ça ne veut pas dire que la politique de la ville n'a servi à rien. Je sais qu'elle est beaucoup dénigrée, mais enfin si on ne l'avait pas eu depuis 40 ans, la situation serait bien plus grave que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en même temps, on continue à apporter très clairement de la difficulté à la difficulté dans ces quartiers. C'est-à-dire je vais vous la faire assez simple, mais dans une ville comme la mienne, quand vous accompagnez une famille, notamment à travers des programmes de réussite éducative qui nous permettent d'intégrer la famille, les questions de parentalité, vous la faites sortir plus ou moins de la difficulté. Dans les 18 mois qui suivent, elle a quitté le quartier. Et dans les 18 mois qui suivent, une fois qu'elle a quitté le quartier, on vous la remplace par une famille qui est encore plus en difficulté que celle que vous aviez avant. C'est un peu comme la salle d'attente d'un médecin qui ne désemplirait jamais. C'est-à-dire qu'on est devenu des spécialistes de la gestion de la misère, si je peux dire ça ainsi, et il est devenu finalement normal que dans ces quartiers qui concentrent 8 millions d'âmes, on soit habitué maintenant nous-mêmes à gérer cette difficulté, sauf qu'on ne sait plus faire. Impossible de mettre en place de la mixité alors sociale? Non, la mixité sociale dans les principes actuels de gouvernance du pays, les moyens qui nous sont donnés, c'est un mythe. Voilà. C'est un mythe. Mais il faut être capable de le dire. Je porte un projet de mixité sociale sur Courcouronnes avec la reconstruction de 850 nouveaux logements. J'ai 90% de logements sociaux dans un quartier de près de 15 000 habitants. Je propose juste de mettre des logements sociaux dans le nouveau quartier en contrepartie de quoi? Je veux du déconventionnement social dans le quartier existant. C'est-à-dire mettre de la population socialement plus élevée dans l'ancien quartier et amener de la population sociale en difficulté dans le nouveau quartier. Eh bien, juridiquement, c'est impossible parce qu'on ne sait pas conventionner du logement social en France. Voilà, c'est tout simple. On a des difficultés juridiques, c'est-à-dire que même quand on veut appliquer de la mixité sociale, aujourd'hui on n'en est pas capable. On ne peut pas le faire. Donc on continue à accumuler de la difficulté. Apartheid, vous assumez le mot employé par Manuel Valls? Non, moi pas forcément, parce qu'il renvoie à des choses qui par ailleurs sont violentes, sont réglementées, etc. Ghettoisation, enclavement, paupérisation mécanique, parce que quand vous avez des quartiers avec 70, 80, 90% de logements sociaux, forcément quand il y a une difficulté sociale qui s'abat sur un pays, et surtout quand elle dure 30 ou 40 ans, mécaniquement les quartiers se paupérisent. Donc il y a une rupture entre ces quartiers et les autres, très clairement. Elle est sociale, elle peut être parfois ethnique, elle peut être culturelle, elle est évidemment financière. Mais ce n'est pas l'apartheid pour autant. Que pensez-vous de cet enfant de 8 ans qui a été convoqué avec son père au commissariat parce que l'enfant avait refusé de respecter la minute de silence à l'école? Il avait même visiblement tenu des propos choquants. J'ai cru comprendre que cette histoire, j'en ai parlé avec la ministre de l'Éducation nationale à midi, que cette histoire semble incomprise. Ce n'est pas l'enfant qui a été convoqué, c'est le papa qui a été convoqué suite à l'altercation qu'il a eu avec les enseignants quand les enseignants ont déclaré ce qu'avait dit l'enfant. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, par ailleurs, je trouve que la place d'un enfant de 8 ans n'est pas dans un commissariat. Je reçois moi-même dans ma commune très souvent les enfants. Je pense que là, pour le coup, les maires peuvent aider. Oui, mais alors justement, à Courcouronnes, comment on a vécu ces événements, les attentats et la réaction derrière? Avec beaucoup d'inquiétude. D'abord, très très fier de la mobilisation très forte que nous avons organisée sur Évry et Courcouronnes ensemble. D'ailleurs, d'un point de vue œcuménique et politique la et population était religieux. Ah oui, oui, très clairement, très clairement. J'ai eu, je crois, sur les 2000 élèves scolarisés, j'ai eu 3 remontées d'enfants qui refusaient de faire la minute de silence. C'est toujours 3 de trop, c'est évident. Les parents sont d'ailleurs convoqués. Vous allez leur dire quoi? Ma façon de penser.
Voilà, que ça se fait pas, que c'est pas normal, et puis surtout essayer de comprendre, parce que l'enfant, c'est un peu le cas de cet enfant de 8 ans. L'enfant qui répète ça, c'est qu'il l'a entendu. À 8 ans, on l'a pas forcément vu tout seul sur Internet. Il peut y avoir un discours à table en famille, et donc il faut essayer de capter et de comprendre ce qui se passe dans la famille. Qu'est-ce que vous pensez du discours du Front National qui dit que finalement tout cela, c'est le problème de l'immigration? Non. Non. Il y a un problème. Combien de nationalités chez vous? Une cinquantaine. Une cinquantaine de nationalités. Il y a une problématique d'émigration aujourd'hui qui n'est pas forcément celle qui est traitée par le Front National. Je pense qu'il ne gère pas assez de communes et de quartiers populaires pour savoir comment cela se passe. On a la difficulté en France, parce qu'on est un peu droit de l'homiste, à entrer de plein pied dans un débat sur la question de l'immigration. Et il y a des choses parfaitement anormales qu'on subit dans un quartier. Lesquelles par exemple? Soyons très concrets. On rentre aujourd'hui en France avec une attestation d'accueil de 3 mois. Nous n'avons pas l'autorisation, nous, de déclarer qu'au bout de 3 mois et un jour, la famille est restée là. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de dire attention, il faudrait qu'elle reparte. Mais à l'inverse, la loi nous oblige de scolariser les enfants dans nos écoles. Donc on les scolarise, c'est normal, il faut le faire, on respecte la loi. Et donc pendant toutes les années de scolarité, l'État, nous, Français, payons la scolarité de l'enfant, d'ailleurs dans un système où il est à la fois en situation irrégulière mais où il est à l'école, c'est quand même assez ambigu pour lui et sa famille, et quand il est majeur et qu'il rentre à l'université, on prend par la peau des fesses et on l'expulse. Donc on est dans une espèce d'ambivalence, de schizophrénie qui n'est pas claire du tout. Donc c'est pas aussi simple que le Front National voudrait le dire. De toute façon, j'insiste, la paupérisation des quartiers difficiles, elle est mécanique, c'est assez simple. Vous avez 80-90% de logements sociaux dans un quartier, vous y mettez une population qui est en difficulté, n'en sortent que celles et ceux qui sont moins en difficulté, et arrivent d'autres en difficulté. J'ai envie de dire c'est aussi simple. Très bien, mais vous êtes à l'UMP, certains de vos collègues ne respectent pas la loi SRU qui est censée répartir justement les logements sociaux, notamment en région parisienne où la répartition est très inégale. On préfère payer les amendes. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues des communes riches? Moi je le regrette, clairement. Voilà. Je regrette que la loi SRU ne soit pas appliquée parce que la solution de la mixité sociale, elle passe pas par nos quartiers. Ben non. Elle passe évidemment par la construction de logements sociaux. On va pas demander aux riches de venir vivre dans des quartiers difficiles. Non, puis de toute façon, ça aussi, c'est un mythe qu'on a oublié. Vous pouvez faire du très très beau logement. Je veux dire, ce qui va faire venir une famille dans un quartier, populaire ou pas populaire, c'est la qualité du pain du boulanger, c'est la qualité de l'école, c'est la tranquillité, c'est l'ensemble d'un environnement aussi urbain qui est à traiter. Et ça, évidemment, c'est pas simple. Il y a beaucoup de propositions sur la table, à droite comme à gauche, depuis les attentats. Il y a par exemple celle-là qui semble peut-être faire consensus, instaurer un service civil. Il existe, mais il serait obligatoire. Alors c'est pas un service civil, il y a le service civique, que je connais bien puisque j'ai... Civique, il est civil. Oui, son nom en tout cas dans la loi, c'est le service civique volontaire. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai travaillé pendant 1 an et demi aux côtés de Martin Hirsch quand il était secrétaire d'État puis commissaire à la jeunesse auprès de Nicolas Sarkozy pour la mise en place de ce service. On l'a travaillé ensemble. On a eu un point de désaccord à la fin puisque Martin Hirsch souhaitait qu'il soit volontaire. Je fais partie de ceux qui souhaitaient qu'il soit obligatoire. Le débat est rouvert maintenant. On a peut-être raté le coche à l'époque. Il faut qu'il soit obligatoire. Moi, je considère qu'il doit être obligatoire. Je considère d'ailleurs que le retour à un service militaire, puisque certains l'appellent de leur vœu, ne veut rien dire. Il ne voulait déjà rien dire à la fin. Entre nous, vous pensez que si Koulibaly ou les frères Kouachi avaient fait ce service obligatoire, peut-être que ça aurait changé la donne? Attendez, il n'y a aucun problème qui ne soit résolu par une solution. Voilà, les trucs de tour de magie, ça n'existe pas. C'est un ensemble de dispositifs. C'est des questions éducatives, c'est le travail que l'on fait à l'école, c'est la façon dont on accompagne nos familles, sur l'éducation bien sûr, mais la santé. Est-ce que dans un pays qui a plus beaucoup d'argent, s'interroge sur le fait quand même que l'espérance de vie en France soit moins élevée dans un quartier populaire qu'ailleurs? Personne. Voilà. Donc il y a d'autres sujets que cela, et je pense que c'est l'ensemble de ces sujets, c'est tout le panel que nous traitons, nous les maires, sur le terrain, qui pourrait permettre qu'il n'y ait plus des Kouachi. À vous écouter finalement, UMP, PS, lorsqu'on gère un quartier populaire, il n'y a plus vraiment de différence, on est dans le pragmatisme. Écoutez, d'abord pour les habitants, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de différence au quotidien. Même pas, c'est pas leur problème. Non. Quand vous allez à l'école, la bouffe des enfants à la cantine, l'heure début de fin des écoles, la proposition éducative que vous mettez en fin de journée, elle n'a pas de couleur politique. Et donc, à l'exemple d'ailleurs de ce qu'on a fait avec Manuel Valls entre Ivry-Courcouronnes pendant 15 ans, évidemment c'est l'intérêt général qui prime. Merci Stéphane Bonnet d'être venu sur le plateau de BFM Story vous expliquer. Dans un instant, Manuel Valls en Chine, comment attirer les Chinois en France? Et puis comment aussi faire des affaires en Chine? C'est compliqué, un spécialiste va nous répondre.